Aujourd'hui, c'est concours de beauté ici, et les stars se préparent à défiler. Quant à ces messieurs très attentionnés, ils scrutent particulièrement les poitrines profondes et les arrondis de culottes. A-t-on idée de la difficulté à surmonter l'épreuve du podium quand les talons supportent 1 tonne ? Mais n'oublions pas que l'objectif est bien de revenir à la fonction première de la bête, être engraissé et manger. Et voilà le numéro 1 mondial des belles charolaises hautement consommables dans une collection tournée vers les teintes blanc-beige qui se marient si judicieusement aux atours des prairies. La race charolaise, c'est la première race mondiale parce qu'elle a des très bonnes qualités bouchères. Dire que c'est la plus belle race, évidemment, c'est la plus belle race puisqu'on est du coin, ça ne peut pas être autrement. Elle est très recherchée dans le monde pour la bonne raison, c'est qu'elle a un petit squelette, elle a beaucoup de viande et donc ça fait envie à toutes les autres races qui souffrent peut-être du manque de poids. Voilà ce que je pense du charolais, je le défendrai jusqu'à la fin. C'est une race qui est assez rustique malgré tout, qui n'a pas un entretien très coûteux en termes d'alimentation et voilà, c'est ce qui fait qu'elle a pris cette ampleur mondiale alors qu'elle est née dans un petit rayon de 60 km², voilà, près de chez nous. Quand on porte une telle image de marque, c'est qu'on a un berceau exceptionnel. Si la légende les fait ramener par les croisés, ce qui est sûr, c'est que ces célèbres bœufs blancs ont pour doux berceau les verdoyants bocages du Brionnais. Ce petit coin de Bourgogne, grand comme un timbre-poste à l'échelle de la Gaule, dont le centre est Oyer, sympathique village de 290 âmes au nom mystérieux. Depuis que labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France, il y a toujours eu ici plus de bêtes à cornes que d'hommes. Oyer porte en lui toute la mémoire d'un passé typique d'élevage et de tradition. Ici, l'herbe a son terroir, des prairies naturelles où, dit-on, les producteurs élèvent l'herbe et font fleurir les animaux. Nous sommes à Oyer. Je me prénomme Pierre, je suis sur une exploitation agricole pour élever et engraisser des bovins charolais. À l'origine, l'embouche, c'était avant tout une parcelle sur laquelle on engraissait des bovins naturellement et c'était la pratique de l'embouche. D'où venait après le nom de l'exploitant qui était l'emboucheur. Donc, quand on arrive donc à ma ferme, on peut remarquer que c'est très vallonné. Les vallons descendent tout de suite dans des vallées. Plus on descend dans la vallée, meilleure sera la prairie. Après, il faut savoir que nos prairies sont sur des sols argilo-calcaires qui fait la valeur de nos herbages. C'est qu'en fonction de l'exposition des parcelles, elles peuvent être au nord ou au sud. Elles pousseront différemment, naturellement, parce que engraisser des bovins, c'est tout un art. Et il faut les mettre dans le pré qui correspond à l'herbage. Alors, depuis quand nos prairies ? Eh bien, 100, 200, voire même 300 ans. Voilà, elles se pérennisent indéfiniment. Donc, ces vieilles souches d'herbes que nous avions auparavant vont se réimplanter automatiquement. Notre vision bucolique du pré à vaches souffre sans doute d'une grande ignorance de la réalité de la gestion de ces pâtures d'exception. Pendant la saison culturelle, il y a une pource très abondante et là, on peut parler des moments de pré violents, des prairies qui s'emballent. Et là, il faut mettre les animaux au bon moment. On dit vulgairement, il ne faut pas que l'herbe passe devant les bêtes. Il faut mettre les bonnes bêtes dans la prairie qui correspond. Dans les prés froids, on mettra des bêtes robustes, grosses. Dans des prés un peu plus chauds, on y mettra les génisses en croissance ou engraissés plus rapidement. Dans ces prairies violentes, si on met un animal trop jeune et qui n'encaissera pas donc cette surcroît d'herbe et puis la qualité très riche de l'herbe, on dit vulgairement que ça le tord. Et ça peut aller jusqu'à la mort de l'animal. Est-ce que je la fume, mon herbe ? Eh bien... on peut dire que oui. Alors, c'est pas la fumée comme on peut s'imaginer. C'est déjà par l'apport des fumiers. C'est un apport de matière organique que l'on met dans le sol. Très naturel. Les engrais chimiques, on en emploie très peu. Par contre, on emploie de temps en temps de la chaux. C'est un amendement calcique, donc de calcium. Et c'est un gros avantage, c'est de réactiver la vie microbienne du sol.
Voilà 5 siècles que les troupeaux blancs peuplent ces pâtures remarquables. Heureuses reines des prés qui paissent sur des herbages de haute qualité, sous un climat et un relief si favorables, dans la quiétude d'écrins façonnés au cours des siècles. Explication par un responsable du musée. Tous ces murets de pierre sèche sont un petit peu une spécificité de la commune d'Oyé, puisque c'est seulement sur quelques hectares qu'on en trouve. Alors ces murets sont ici tout simplement parce qu'à l'époque où les habitants ont défriché, eh bien, on sortait ces grosses pierres qui se trouvaient dans le terrain et puis on les mettait en bordure de chaque parcelle. Ce sont des murets qui sont faits en pierre sèche, c'est-à-dire que les pierres sont empilées les unes sur les autres, sans ciment, sans rien. Le problème, c'est que il faut les entretenir, ça coûte extrêmement cher et puis le savoir-faire s'est perdu. On ne sait plus faire de murets en pierre sèche. Ceux-ci tombent l'hiver, après l'hiver notamment, après le gel, puisque l'eau s'infiltre et le gel, la glace les fait tomber. Je garde encore certaines traditions, c'est de laisser pousser des haies hautes de façon à abriter mon bétail des vents dominants, surtout à l'ouest et au nord. Ça les protège naturellement. Le vert des prés succède au vert des prés. La domination de l'herbe confère au Brionnais sa personnalité. Plus de 80% de la superficie, voire 90% sur la commune d'Oyé. On a souvent associé les vaches au chemin de fer. Ici, aucun train, aucune autoroute ne vient distraire ces ruminants dans le déroulement monotone des jours. Leurs 4 estomacs et une caméra suffisent à leur méditation. Nimbées de leur gloire bouchère, elles ne quittent plus le plancher des vaches que pour celui de la bétaillère. Quelle noble destinée que remplir les frigos pour nourrir l'humanité. Je passe dans le couloir, là, elles arrivent en camion, on les décharge, chacun a son parc, et puis après elles s'en vont là-bas sur le ring. Ça commence le matin à 6h, ça finit à 7h du soir, à 9h. Allez les bébés! Malgré le privilège de finir en apothéose dans l'assiette, la cavalcade de ces bêtes affolées sera leur dernier barou d'honneur. Il a eu jusqu'à 3000 bêtes, jusque dans les années 80, puis après ça continue à baisser. Alors depuis 3 ans, ils ont ouvert un marché au cadran qui dure toute la journée. Le matin c'est pour l'Italie et l'après-midi c'est pour l'engraissement. D'innombrables mannequins défilent tous les mercredis sur le ring pour vendre leur charme. 40, 50, 10, 230, 40, 50 pour l'avoir. Allez, 230 €, c'est bien vu. Le progrès a rué dans les brancards. L'acheteur ne tâte plus que le bouton. Donc là, on se trouve au marché de Saint-Christophe-en-Brionnais et notre rôle, c'est de charger des vaches, tout simplement. Donc nous allons livrer dans plusieurs abattoirs. Faire mon chargement et après je descends à l'abattoir de Lyon, à l'abattoir de Valence et à l'abattoir de Benon pour terminer mon travail à 2h du matin. Des charolaises dans le Brionnais ? Au XVe siècle, Charles le Téméraire a dû en croiser, lui qui fut aussi comte de Charolles, le seul comté de France qui accorde aux paysans le droit de clore leurs pâtures, creuser des fossés, planter des haies et mener paître leurs bovins là où bon leur semble, avec l'aubaine d'avoir sous leurs pattes ces fameux sédiments, les marnes, présentes depuis 200 millions d'années, responsables de la qualité des prés d'embouche. Le terroir est né, la fortune va sourire aux audacieux. Comment est-on passé de la fourche à la fourchette ? Et pourquoi précisément à Oyé ? Oyez, oyez, braves gens,
le fabuleux destin d'Émilian Mathieu, ce fermier futé qui sauva Paris de la pénurie. Témoignage au château de Chaumont. Donc je m'appelle Roger Dumaret et je suis un descendant de Jean Sercot qui, avec son cousin Émilian Mathieu, vont participer à la grande mutation économique du XVIIIe dans cette région. Début du XVIIe siècle, les villes grandissent. Elles ont besoin de viande. Le monde paysan vivait dans l'autosuffisance jusqu'à la fin du XVIIIe et qu'un certain nombre de marchands vont se dire, dans le fond, comme nous avons des prairies tout à fait exceptionnelles, on va simplement engraisser les animaux et on va les vendre en boucherie. Les deux cousins vont créer des sociétés dans le but de faire de l'embouche. Et nous avons la chance d'avoir au moins 3 livres de comptes concernant 3 sociétés. Et en lisant ces livres de comptes, on peut s'apercevoir que tous les ans, ils vont faire transiter et engraisser sur les terrains d'Oyer et d'alentour entre, disons, 1500 et 2000 têtes de bétail aux alentours de 1750. Ce qui est absolument considérable, ce qui représente plus de 1000 hectares de prairies. Le sens des affaires, un si beau cheptel, et ces Parisiens qui mangent de la vache enragée, le voilà parti à pied avec son troupeau, vendre ses beaux bœufs blancs à 400 km de chez lui. Vous les voyez déjà arriver tout amaigris au marché de Poissy? Que nenni, car les deux cousins sont des gens organisés. Trajet bien préparé, halte et utilisation du canal pour faire suivre du fourrage. Il réussit en 17 jours à faire entrer le premier convoi de bestiaux charolais dans les rues de la capitale, qui ne se passera plus jamais d'eux. Pour en revenir à nos deux compères, ils ont recommencé, ils vont devenir très riches. Ils louent tous les terrains des environs, ils louent en particulier toute la baronnie d'Oyer, donc Émilian Mathieu va s'installer au château d'Oyer et Jean Sercot va rester tout seul à Chaumont et c'est lui qui va édifier les bâtiments que vous voyez à l'heure actuelle. Il est devenu secrétaire du roi. Ça veut dire qu'il a accédé à la noblesse, ce qui est quand même absolument remarquable pour un emboucheur. Pourquoi cette race charolaise et non pas race brionnaise? Parce que c'est quand même bien à Oyer, en plein cœur du Brionnais, que la race est née. Elle nous a été dérobée par les Charolais. Quelque part, il y a peut-être une guerre de clochers. Et puis après, c'était même les Nivernais qui voulaient emmener notre race. Alors ça aurait pu être la race nivernaise. Loin des querelles, l'histoire de cette race blanche qui donne la meilleure des viandes rouges reste une belle aventure. Ces valeureux bovins vont rouler leurs montagnes de muscles, beugler et ruminer sous tous les continents. Quant au Brionnais, il a pu se préserver son terroir d'exception déjà labellisé pays d'art et d'histoire. Village de caractère, maisons typiques, murets de pierre, fermes fortifiées, châteaux et étangs, églises romanes dessinent un panorama plein de douceur et de quiétude qu'un certain élu verrait bien maintenant entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO.